This is security from Beverly Hilton. Hi, what's going on? I need a paramedic. Apparently, I got a 46-year-old female found in the bathroom. Apparently, she wasn't breathing. Is that room 434? Yes. She was not breathing? Yes. Okay, but she is breathing now? I don't know. La chanteuse Whitney Houston, une des plus belles voix contemporaines, nous venons de l'apprendre par son agent, vient de s'éteindre. Elle a vendu plus de 200 millions d'albums. Cette choriste de gospel est devenue une star internationale. Mais le 11 février 2012, Whitney est trouvée inconsciente dans la baignoire d'une chambre d'un hôtel d'Hollywood. Malheureusement, les mesures de réanimation qui lui ont été prodiguées n'ont pas fonctionné. Et à environ 15h55, au sein de l'hôtel Beverly Hilton, Whitney Houston a été déclarée morte. En ce moment même, non loin dans sa chambre d'hôtel, des enquêteurs spécialisés sont en train d'essayer de déterminer les causes exactes de la mort. J'ai en main le rapport établi par le médecin légiste suite à l'autopsie pratiquée sur Whitney Houston. Et si on sait lire entre les lignes un rapport d'autopsie, il peut nous apprendre beaucoup sur la vie d'une personne. Mais surtout, il peut nous éclairer sur les jours et les heures qui ont précédé la mort. Depuis plus de 25 ans, le docteur Richard Shepard, médecin légiste de renommée internationale, pratique des autopsies très médiatisées. On a fait appel à ses talents suite à l'événement du Bloody Sunday, après les attaques du 11 septembre, et pour l'enquête criminelle sur la mort de la princesse Diana. Le médecin légiste déclare que la mort de Whitney Houston est accidentelle, mais le premier examen ne donne aucun éclairage sur la cause précise du décès. Plusieurs blessures mineures sont constatées, des bleus et des égratignures sur le visage et sur le reste du corps. Mais impossible d'affirmer qu'elles sont intervenues avant la mort, après la mort ou durant la phase de réanimation. Pour mieux cerner ces blessures, il va falloir procéder à un examen corporel complet et essayer de mieux comprendre les circonstances qui ont entouré sa mort. 5 jours avant son décès, Whitney Houston est à LA pour la remise des Grammy Awards 2012. Elle s'installe dans la chambre 434 de l'hôtel Beverly Hilton sous un pseudonyme, Elizabeth Collins. Après une longue bataille très médiatisée contre sa dépendance à la drogue et de nombreux comebacks ratés, Whitney semble enfin entrevoir la fin de sa traversée du désert. Elle est sortie de cure il y a 9 mois et le tournage du film dans lequel elle tient le rôle principal vient de s'achever. Dans quelques jours, tous les yeux seront braqués sur elle lors de la fête annuelle se tenant la veille des Grammy et organisée par Clive Davis, le légendaire magnat de la musique qui l'a découverte et a façonné sa carrière. Malgré une mauvaise publicité, Whitney possède toujours une armée de fans. Si elle parvient à ne pas retomber dans ses vieux travers, la fête de Clive Davis et les Grammy le lendemain enverront un message clair. Cette fois, Whitney est de retour. Mais pour une ancienne droguée, une semaine dans la ville de la tentation, ça peut être très très long. L'examen complet a montré que l'état de santé était plutôt bon. Elle portait une perruque, mais en dessous il y avait une chevelure bien garnie. Elle avait subi une légère augmentation mammaire et s'était fait refaire quelques dents, mais pour une star d'Hollywood, sa beauté était remarquablement naturelle. Dans les années 80, avec Clive Davis comme mentor, Whitney développe un talent unique qui fait d'elle la plus importante vendeuse d'albums de la planète. La musique pop connaissait un grand vide. Il y avait beaucoup de musique électronique et les musiciens travaillaient surtout leur image. Soudain a débarqué Whitney Houston. Elle avait une voix et un look incroyables. Et ses chansons donnaient à tous l'envie de danser. Elle était la combinaison gagnante. C'était Aretha Franklin, la reine de la soul, mais en 1985, Whitney lui vole sa couronne. Elle fascine le monde entier. L'étape suivante normale d'une autopsie est l'examen interne pour étudier les organes et essayer de comprendre ce qu'ils ont subi. Dans le cas de Whitney, il est sûr qu'on va s'intéresser de près à sa gorge, car elle était célèbre pour sa voix fantastique. Pourtant, au final, ses cordes vocales ne révéleront aucune particularité. L'autopsie montre que sa voix légendaire n'est pas due à une aptitude physique exceptionnelle.
Une des explications du grand talent de Whitney Houston est le fait qu'elle a grandi dans la tradition du gospel. Votre façon de chanter a un effet sur votre voix. Elle a appris à maîtriser la technique du gospel très jeune, et c'est ce qui a été capital. C'est l'une des personnes qu'il faut prendre comme modèle si l'on veut devenir un grand chanteur, parce qu'elle avait toutes les qualités requises. Puissance, aptitude à aller haut dans les aigus et voix qui résonne. Mais elle pouvait aussi produire un chant très délicat et vous ensorceler par la beauté de sa voix. Ce sont ces qualités combinées à sa passion et son âme qui la rendaient unique. Trois jours plus tard, Whitney se rend dans un nightclub pour fêter une très bonne nouvelle. Elle a accepté la proposition de Clive Davis d'enregistrer un nouvel album en août prochain. Mais la voix qui a fait d'elle une superstar est à la peine depuis des années. L'influence de Bobby Brown, le mauvais garçon du R&B, et de leurs 15 ans de mariage tumultueux a été catastrophique. Leur mode de vie a eu de graves répercussions sur la voix de Whitney. Il lui arrive même d'avoir du mal à parler. Pour régler ce problème, elle se tourne vers un spécialiste, le coach vocal Gary Katona. J'étais atterré d'entendre à quel point sa voix était abîmée. C'était une situation embarrassante parce que j'avais face à moi une chanteuse connue dans le monde entier pour sa voix extraordinaire qui n'avait plus de voix. Il était clair que dans sa vie, elle avait fait de très mauvais choix. Si c'est son mode de vie le responsable des dégâts sur la voix de Whitney, on peut légitimement penser que l'autopsie va mettre au jour des anomalies sur les cordes vocales. Mais les résultats sont surprenants. Rien dans sa gorge ni dans son cou n'indique un problème de santé à même d'expliquer la disparition de sa voix. En revanche, en aval des voies aériennes, on remarque des dégâts sur les poumons, un trouble appelé emphysème, souvent provoqué par la cigarette. Et il est clair que le fait de fumer a une action néfaste sur les voies respiratoires et sur les cordes vocales et modifie la façon de chanter, de parler. En vue de son nouvel album, Whitney avait promis à Clive Davis d'arrêter de fumer pour de bon. Les nombreux cendriers remplis de mégots trouvés dans la chambre 434 prouvent le contraire. L'autopsie va enfoncer le clou. Les résultats toxicologiques montrent qu'elle ne fumait pas que des cigarettes, mais aussi de la marijuana. Un ancien chauffeur de la star se souvient qu'elle aimait le cannabis. J'ai pris conscience qu'elle se droguait pendant le tournage de Bodyguard. C'était peut-être la faute de Bobby et des hommes chargés de sa sécurité, mais en tout cas, il y avait une forte odeur d'herbe. Lors d'un voyage en 98, à l'aéroport, là, ça sautait aux yeux. Whitney pouvait à peine parler, elle était très enrouée. Elle m'a dit « Hey, comment ça va, chérie? Ravi de te revoir, chérie. Je compte sur toi pour m'amener à l'aéroport en un seul morceau, parce que là, je me sens un peu mal. » En plus des dégâts possibles sur sa voix, le fait de fumer de la marijuana pour une ex-droguée peut être plus grave qu'il n'y paraît. La marijuana récréative est une pratique assez répandue. Sauf que si vous en fumez, il y a des chances pour que vous ayez moins peur de passer à d'autres drogues. Si le dealer à qui vous achetez de la marijuana vend aussi de la cocaïne, il y a un risque pour que vous retourniez à une drogue plus dure. En reprenant de la drogue, Whitney ne met pas seulement en péril son retour. La marijuana reste présente dans le sang pendant une longue période. On peut donc affirmer, grâce à l'analyse toxicologique, qu'elle avait fumé de la marijuana dans les jours qui ont précédé son décès. Mais ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. 2 jours avant sa mort, Whitney arrose la signature d'un nouvel album. Elle se rend dans un nightclub, The True Hollywood, où une fête est organisée par Kelly Price, qui a été nommée aux Grammys. Whitney Houston était du pain béni pour les tabloïds. Elle faisait vendre des millions de magazines ou de journaux, alors mon travail, c'était de la suivre partout, de noter ses faits et gestes et aussi tout ce qui pouvait lui arriver. Pendant la soirée, Price fait un discours en l'honneur de Whitney. Touchée, Whitney surprend l'assistance en montant sur scène et en interprétant au pied levé « Jesus Loves Me ». Une chose est sûre, petit à petit, sa voix s'améliorait.
Ce n'était pas 100% mauvais. Elle pouvait chanter et enregistrer un bon disque. Une fois sa prestation surprise terminée, Whitney regagne le carré VIP et retrouve le nouvel homme de sa vie, un musicien de 31 ans qui s'appelle Ray J. Whitney a divorcé d'avec Bobby Brown en 2006. Elle lutte déjà contre l'addiction et veut une vie amoureuse plus sereine. Mais sa liaison avec Ray J n'est pas rassurante. Les excès de son cercle d'amis ne sont un secret pour personne. Lors de l'examen interne, la première chose qui a dû alarmer le médecin légiste, c'est ce que nous appelons dans notre jargon un gros foie. Le foie grossit quand le processus métabolique est contrarié. Des globules de graisse envahissent les cellules hépatiques, ce qui rend le foie plus gros et lui donne une couleur pâle. Un gros foie est l'indication que la personne a abusé de l'alcool. Pas forcément quelques années en arrière, mais forcément pendant les semaines et les jours qui ont précédé la mort. Les changements constatés en ce qui concerne le foie de Whitney peuvent être dus à une importante consommation d'alcool pendant les semaines avant son décès, ou bien à une soirée extrêmement arrosée très peu de temps avant. Et la boisson n'est pas le plus gros des problèmes de Whitney. Une grande consommation d'alcool lève les inhibitions. Si un ex-drogué se retrouve ivre, il pourrait faire des choses qu'il aurait réprouvées s'il avait été sobre. Et c'est ainsi que souvent on rechute. L'autre découverte majeure faite par le médecin légiste est que Whitney avait le septum nasal perforé. Le septum est la cloison qui délimite les deux fosses nasales. Et la perforation du septum est la conséquence typique d'absorption de cocaïne sous forme de sniff. La cocaïne qu'on sniffe, le chlorhydrate de cocaïne, est un sel irritant, mais ce n'est pas ce qui cause la perforation. La perforation est due à l'effet immédiat de la cocaïne sur les vaisseaux sanguins présents dans le nez. La cocaïne provoque une fermeture, une constriction des vaisseaux sanguins et des tissus du nez, qui se retrouvent privés de sang et d'oxygène. Avec le temps, ils finissent par mourir et la perforation se produit. C'est ce qui est arrivé à Whitney Houston. La perforation du septum est un indice probant. L'attirance de Whitney pour la cocaïne est une vieille histoire. Tous ceux qui l'ont côtoyée au True Hollywood ce soir-là sont formels. Whitney n'a pas touché à la drogue depuis des mois. Mais un indice trouvé dans la chambre d'hôtel bat en brèche cette affirmation. La liste des objets présents dans sa chambre fait état d'un miroir portable avec dessus les restes d'une poudre blanche qui s'avérera être de la cocaïne. De plus, l'analyse toxicologique confirme que Whitney a repris de la cocaïne dans les jours précédant sa mort. Ils veulent la meilleure cam, c'est pour ça qu'ils m'appellent. Peu après le décès de Whitney, un homme qui se fait appeler DJ déclare à qui veut l'entendre lui avoir vendu de la drogue les derniers jours de sa vie. Elle paraissait beaucoup plus vieille que j'aurais imaginé. Elle avait l'air usée jusqu'à la corde, vous voyez? C'est sûr qu'elle en a bavé, mais pas plus que n'importe quel autre pouf d'Hollywood totalement fini, je veux dire. La dernière semaine, DJ prétend avoir vendu de la drogue à Whitney à son hôtel et lors de cette fameuse soirée au club. Il devait être grosso modo minuit et demi. Et elle se trouvait dans le carré VIP. Comme les bouteilles, ils ne les payaient pas, eh ben ils ont bu toute la nuit. Il décrit une technique utilisée à chaque fois par Whitney et lui pour effectuer la transaction à la vue de tous. Même son entourage ne se rendait compte de rien. Ça se passait comme ça. Elle est déjà installée et moi je me pointe. Je lui demande un autographe et je sors un stylo qu'avant j'ai rempli de coke. Elle, qui a déjà préparé l'argent, est sur le coup. Elle signe, garde le stylo et me tend l'autographe avec les billets. La technique est top. Au club, après la prise de cocaïne, rien ne va plus pour Whitney. Elle se dispute avec Stacey Francis, une candidate de X Factor.
car elle trouve qu'elle veut être trop proche de son nouveau petit ami. Il y a une autre chose intéressante que nous apprend l'analyse sanguine, la présence de cocaéthylène. La cocaéthylène est une drogue qui se forme dans l'organisme quand on consomme en même temps de la cocaïne et de l'alcool. On a constaté que la présence de cocaéthylène dans le sang peut expliquer une attitude agressive. Whitney se met à hurler contre Francis et l'entourage l'emmène plus loin pour qu'elle se calme. Toujours furieuse, elle quitte le club. Lorsque Whitney quitte le club, elle se retrouve face à une meute de paparazzi. Et le lendemain, elle fera la une des tabloïds. Une nouvelle photo embarrassante ferait du tort à Whitney, qui veut faire un comeback. La cocaïne est une drogue dure, ce qui veut dire que si vous en prenez et que l'effet vous plaît, vous allez sûrement vouloir en reprendre. Et cela risque d'entraîner de très mauvais choix de vie. De plus, ça peut causer beaucoup de dégâts sur le plan émotionnel et aussi sur votre santé au moment de la descente. Le rapport du médecin légiste montre que Whitney avait son artère coronaire droite obstruée à 60%, ce qui était dû à l'athérosclérose. L'athérosclérose est l'entartrage des artères qui survient lorsque la paroi de l'artère est endommagée. De petites cellules présentes dans le sang, appelées plaquettes, peuvent alors se fixer sur la paroi et celle-ci attire les globules de graisse. L'intérieur de l'artère, qui est obstrué à cause de la graisse et des plaquettes, peut rétrécir jusqu'à devenir comme une tête d'épingle. Cette maladie qui touche beaucoup les personnes âgées est également très liée à la consommation de tabac. Mais voir une personne de 48 ans aussi atteinte suggère que d'autres facteurs ont joué un rôle. C'était au début des années 90. Alors qu'on se rendait au Shrine Auditorium, elle me dit « Prenez la sortie Gage Avenue ». Et Gage Avenue, au niveau de la sortie de l'autoroute 110, c'est le quartier le plus pourri de Los Angeles. On n'y voit pas souvent de belles limousines blanches, mais plutôt des types louches à chaque coin de rue. Elle me demande de me garer et elle dit à un gars « Viens voir, toi, t'as quoi pour moi ?» Le type répond « Merde alors, j'en reviens pas, regardez qui c'est les mecs. » Alors la meuf « En quoi je peux t'aider? Tu veux quoi ?» Elle lui demande « T'as quoi en stock ?» Lui répond « J'ai ça » et il tend un sac avec dedans plein de petits cailloux. Elle lui sort « Ok, je prends ça. » Il lui dit « T'as de la thune pour moi la meuf ?» Et elle répond « Oui » en lui tendant un rouleau de billets, des coupures de $100. La drogue sous forme de cailloux achetée à un dealer dans la rue ne peut pas être autre chose que du crack. Pourtant, Whitney prétendait n'en avoir jamais consommé. Elle a même eu cette phrase « Non, le crack, ça détraque ». Mais en 2006, sa belle-sœur révèle que Whitney fume du crack. Ça ne l'empêche pas, en 2009, de continuer à nier la consommation de crack. Néanmoins, lors d'une interview avec Oprah Winfrey, elle admet mettre du freebase dans ses joints. Comme souvent quand Whitney fait un aveu, ça cache quelque chose de plus grave. Whitney compte aussi sur l'ignorance du public en matière de drogue. La différence entre le freebase et le crack est plus une question de mauvaise réputation que de substance. La freebase, c'est de la cocaïne à laquelle on a enlevé le chlorhydrate pour que les consommateurs puissent la fumer comme le crack. En général, en la chauffant dans une cuillère ou une pipe en verre, puis en respirant la fumée. Al Broman peut en témoigner. Whitney ne faisait pas que corser ses joints. Ça s'est passé en 1997. J'ai senti une odeur. Une drôle d'odeur. Un mélange de butane, de gaz de combustion et de produits chimiques contenus dans le crack. Alors je me dis, c'est pas vrai, j'arrive pas à y croire. Les types à l'arrière fument une pipe de crack. Du coup, je baisse la séparation pour leur dire d'arrêter. Et je vois Whitney avec la pipe entre les lèvres. J'étais carrément mortifié. Pourtant, j'ai déjà vu des gens se droguer. J'ai vu le groupe Motley Crue sniffer de la cocaïne. J'ai vu tout un tas de stars de rock fumer de l'herbe ou faire tout un tas de trucs. Mais ça, c'était choquant, même pour moi. Whitney était très riche.
Alors faire de la cocaïne sous forme de freebase sa drogue principale n'était pas un problème. Mais comme tout drogué, quand sa drogue préférée était indisponible, elle se rabattait sur n'importe quel autre produit pour chasser le manque. Il est extrêmement dangereux de fumer de la cocaïne sous forme de freebase. Ça cause des dégâts à tous les organes et c'est un produit pour lequel l'addiction est très forte. Du coup, on a tendance à en reprendre encore et encore, ce qui crée des dégâts encore et encore. C'est une drogue qui rend tellement accro que l'on fait tourner son monde autour d'elle. Essayer de décrocher est incroyablement difficile. Dans la nuit de ce vendredi-là, c'est une Whitney exténuée qui regagne sa chambre d'hôtel. Dans moins de 36 heures, elle sera morte. Très tôt, le vendredi 10, plus calme et plus sobre, Whitney se sert d'une paire de lunettes cassées pour lire des passages de la Bible à un membre de son entourage. Elle s'est souvent tournée vers Dieu pour surmonter ses dépendances. Alors sa lecture de la Bible est un bon signe. Si elle trouve la force de tuer ces vieux démons, ses prochaines apparitions publiques ne seront peut-être pas un désastre. C'est sa dernière chance. En journée, Whitney passe du temps avec sa fille, Bobby Christina. Mais sa rechute et sa démarche titubante ont été relayées par la presse. La semaine avant sa mort, j'ai travaillé sur un papier publié par l'Inquirer, dans lequel nous précisions qu'elle était dans une spirale descendante qui allait finir par la conduire à la mort. Et il se trouve qu'elle est tombée sur le journal dans un magasin de souvenirs. L'article lui a fait peur, et du coup après, elle a hurlé contre la vendeuse. Whitney ne décolère pas. Sa fille la fait sortir, puis essaie de la calmer. Une fois dans la chambre, il y a des moyens plus rapides pour se calmer. L'analyse toxicologique montre qu'il y avait aussi des benzodiazépines présents dans son sang par l'intermédiaire de deux médicaments, le Flexeril et le Xanax. Les benzodiazépines sont des anxiolytiques et des antidépresseurs qui font dormir. Les benzodiazépines, quand ils sont prescrits pour de bonnes raisons, sont utiles. Le problème, c'est qu'ils rendent extrêmement dépendants. Et il faut se demander s'il est pertinent d'en prescrire à des gens qui ont été forcés de combattre une dépendance par le passé, car il est sûr que les personnes qui ont été dépendantes à un produit auront tendance à chercher d'autres dépendances. Dans la chambre 434, les enquêteurs trouvent 8 médicaments différents prescrits par 5 médecins, tous à Whitney Houston. Aux États-Unis comme ailleurs, consulter plusieurs médecins pour obtenir plusieurs fois le même médicament est un moyen pour les personnes dépendantes d'obtenir la quantité souhaitée sans éveiller les soupçons. Un des problèmes de la médication, c'est que très souvent, elle contourne le besoin essentiel éprouvé par le patient qui est d'ordre émotionnel. On peut donner des sédatifs à quelqu'un qui a des problèmes, mais en réalité, le mieux, c'est que la personne les affronte. Et donner à quelqu'un un produit qui endort la douleur ne va pas dans le bon sens. Il faudrait s'interroger, doit-on donner des médicaments ou plutôt proposer une thérapie au patient? Le soir du vendredi 10, des gens du monde de la musique sont venus à LA en vue des Grammy Awards. Whitney est remarquée au bar de son hôtel. Je pense sincèrement qu'elle s'était mis la pression par rapport à son comeback et qu'elle voulait de tout son cœur impressionner tous ses fans, tous les spectateurs et le monde entier. C'est une chose dont elle avait besoin. Whitney ne trinque pas avec d'autres invités des Grammy, mais avec des clients ordinaires de l'hôtel, stupéfaits de boire avec une superstar. Il était clair que ces gens-là étaient des parasites. Ils ne connaissaient pas Whitney personnellement et ils se fichaient de ce qui était mieux pour elle. DJ déclare avoir été présent ce soir-là. Elle n'était pas déchirée. Elle avait bu, mais elle n'était pas déchirée. On s'est vu dans un salon vite fait. Je lui ai demandé un autographe. On a refait le coup du stylo. Il y a plein de stars un peu has-been qui se rendent compte qu'elles déclinent. Elles ne sont plus sous les projecteurs et elles ont besoin d'un truc qui les booste.
qui les aide à se sentir bien, comme avant. Elles veulent avoir la pêche et passer un bon moment, et moi c'est là que j'interviens. Pour se sortir de la dépendance, il faut se rendre compte qu'on est dépendant. Et si beaucoup de gens en prennent conscience, c'est parce qu'ils ont perdu leur maison ou leur famille. Ils n'ont pas toujours l'argent nécessaire pour s'acheter leur drogue. Quand vous êtes riche, quand vous êtes quelqu'un comme Whitney Houston, vous avez les moyens de tout vous acheter. Et donc, il y a des chances que vous n'en preniez jamais conscience. Même si ça détruit votre santé, votre foyer, votre famille, votre carrière, vous vous sentirez en contrôle. Et pour une personne dépendante, se sentir en contrôle, c'est la situation la plus dangereuse qui soit. Samedi matin, Whitney Houston dort dans la chambre 434 de l'hôtel Beverly Hilton. Ce soir, Clive Davis, son mentor, donnera sa fête annuelle d'avant les Grammys. Whitney sera le centre d'attention des 800 invités, alors que par ses errements, elle a montré qu'elle n'était pas prête à apparaître en public. À l'époque, l'entourage de Whitney reconnaît qu'il y a des problèmes. Les responsables des relations publiques, eux, disent que tout va pour le mieux et qu'elle va se faire un super comeback. Mais nous savons qu'elle a de graves soucis. En fait, elle rêvait de faire un comeback, mais elle ne faisait rien pour qu'il se produise. Après des jours d'excès, Whitney ne se sent pas bien au réveil. Une fois encore, elle prend des médicaments. On a retrouvé dans son sang des traces de sirop contre la toux et de l'ibuprofène à haute dose. Donc, il y a plus que les benzodiazépines. Il y a d'autres médicaments et ça commence à faire un sacré cocktail. Surtout que tous ces médicaments ont le même effet indésirable, la somnolence. Le problème quand on mélange des benzodiazépines avec ce sirop, c'est que les effets sont augmentés et que la personne ne sait plus quand elle dépasse la dose maximale. L'après-midi, Whitney parle avec sa cousine, la chanteuse Dionne Warwick. Apparemment, il n'y a pas à s'inquiéter. Warwick déclara que Whitney était enjouée et lui avait paru heureuse. L'assistante personnelle de Whitney, Mary Jones, lui choisit une robe pour la soirée spéciale à venir et lui suggère de prendre un bain. À 14h45, Mary sort faire quelques courses et laisse Whitney seule dans la chambre 434. Son dernier appel téléphonique est passé à un ami pasteur qui l'a aidé à surmonter ses problèmes d'addiction. Son ami ne décroche pas. Aucun témoin n'a vu ce qui s'est passé ensuite. Seul Whitney le sait. Les relevés de la carte magnétique ouvrant la porte indiquent que Mary revient à 15h36. Elle remarque rapidement que le sol devant la salle de bain est trempé. Elle appelle Whitney. N'obtenant aucune réponse, elle se dirige vers la salle de bain et découvre Whitney le visage plongé dans la baignoire. Mary essaie désespérément de sortir Whitney de l'eau, mais en vain. Affolée, elle demande de l'aide au garde du corps Ray Watson. Ensemble, ils parviennent à la sortir de la baignoire. I need a paramedic at a 46-year-old female found in the bathroom. Apparently she wasn't breathing. She was not breathing? Yes. Okay, but she is breathing now? I don't know. Des pompiers de la caserne de Beverly Hills arrivent dans la chambre 434 quelques minutes après l'appel d'urgence. Whitney Elizabeth Houston est déclarée morte à 15h55.
La chanteuse Whitney Houston est morte, nous l'avons appris par une agence de presse. Je m'habillais tout en regardant la télé, et tout à coup j'ai lu en bas de l'écran « Whitney Houston est morte ». C'est le genre de situation où on a beau avoir reçu une info, on n'arrive pas à se dire que c'est vraiment arrivé. Nous venons à l'instant de recevoir la confirmation de la triste nouvelle que nous vous avions annoncée. La chanteuse Whitney Houston, âgée de 48 ans, l'une des plus belles voix de tous les temps, est décédée. Comme la mort de Whitney est mystérieuse, les heures qui suivent, des enquêteurs de la police de Los Angeles sont dépêchés sur place. Et ils ordonnent que le corps ne soit pas déplacé. Malgré tout, la fête de Clive Davis a lieu plus bas, dans la salle de bal de l'hôtel. Le monde entier sait que Whitney n'est plus. Seuls quelques hôtes de marque ne sont pas venus. La grande majorité des 800 invités a fait le déplacement. J'ai parlé à beaucoup de personnes à la fête, à ses amis et à ses collaborateurs, et tous disaient la même chose. Qu'est-ce qu'on fait là? Qu'est-ce qu'on devrait faire? Les gens étaient censés faire la fête alors que le cadavre de Whitney était quelques étages plus haut. Personne ne savait quoi dire. Certains étaient gênés, d'autres disaient « la vie continue ». C'était un drôle de cocktail d'émotions. 10 heures après le décès de Whitney, le légiste demande enfin la levée du corps en vue d'un examen. Pour déterminer la cause du décès d'une personne retrouvée dans une baignoire, la première chose qu'on cherche, bien sûr, c'est la présence d'eau dans les poumons. Et dans le cas de Whitney, elle est avérée. Mais l'eau seule ne peut pas expliquer la mort de Whitney. Il y a d'autres facteurs. Une autopsie pourra-t-elle affirmer que la noyade est la cause du décès de Whitney? Il y a une autre caractéristique des poumons qui désigne la noyade comme responsable de la mort. L'altération de leur surface causée par l'entrée de l'eau dans les voies respiratoires. L'eau se mélange au mucus, qui va piéger l'air en périphérie des poumons et donner à ceux-ci un aspect craquelé. C'est significatif, car ça indique que la personne vivait et respirait quand les voies respiratoires ont été remplies d'eau. Mais pourquoi n'a-t-elle pas pu éviter la mort? Que s'est-il passé durant ces minutes cruciales dont nous ignorons tout? Nous savons que quelques jours avant, Whitney était retombée dans la drogue et qu'elle était juste avant de mourir sous l'influence de plusieurs médicaments pouvant entraîner une somnolence. Richard Shepard se tourne alors vers l'étude des lieux pour voir si les enquêteurs ont réussi à déterminer ce qui est arrivé à Whitney lorsqu'elle était seule dans son bain et par là même les causes de la noyade. Quand je suis entré dans sa chambre d'hôtel, j'ai remarqué qu'il y régnait un certain désordre. Des meubles avaient été déplacés et des assiettes sales traînaient. Et il y avait des flacons de médicaments et aussi des tablettes de comprimés. J'ai remarqué des bouteilles vides, des canettes de bière et des cendriers remplis de mégots. Et le tapis était mouillé. C'était pas très propre. La découverte de bouteilles d'alcool consommées dans la chambre 434 dévoile une explication possible. Les découvertes sur place et ses abus chroniques en matière de boissons suggèrent fortement que Whitney ait été sous l'influence de l'alcool au moment de sa mort. Cela conduit les enquêteurs à supposer que Whitney a fait une overdose due aux médicaments et à l'alcool, et elle s'est endormie dans son bain. Malgré les découvertes, l'analyse toxicologique montre que Whitney n'avait pas d'alcool dans le sang au moment de sa mort. Donc l'alcool n'a pas joué de rôle dans son décès. Le premier indice de ce qui s'est vraiment passé est apporté par un détail insignifiant donné par un témoin. Mary Jones déclare qu'à son retour, le sol de la salle de bain est trempé, alors que les robinets sont fermés. Si Whitney s'est endormie dans le bain, ça n'explique pas la présence de l'eau. Mais ces blessures externes pourraient nous renseigner. Les bleus sur les genoux et le visage suggèrent une chute dans la baignoire. Et comme les bleus sont sur la face antérieure du corps, ça indique une chute en avant, ce qui serait compatible avec la position dans laquelle Mary Jones l'a trouvée.
Dans ce cas, l'eau sur le sol correspondrait à la projection due à l'impact et au débordement possible par-dessus la baignoire. Mais une chute seule ne peut expliquer la noyade. Whitney mesurait 1,68 m, donc il paraît improbable qu'elle tombe dans une baignoire sans entrer en contact avec la surface en plusieurs endroits. D'ailleurs, elle a une marque sur la partie gauche du front qui indique qu'elle a tapé sa tête en chutant. Si le coup à la tête lui a fait perdre conscience, l'affaire est résolue. En examinant cette blessure de plus près, on remarque que le bleu est légèrement visible sous le cuir chevelu, mais qu'il ne s'étend ni jusqu'à l'orbite ni jusqu'aux muscles des tempes. C'est donc une blessure mineure, peu à même de provoquer l'inconscience. Donc ce n'est pas cette blessure qui a empêché Whitney de réagir. Un autre produit a eu de l'effet sur Whitney quand elle est entrée dans son bain. L'analyse sanguine l'a révélé. La cocaïne est métabolisée très rapidement dans l'organisme, et les taux élevés de métabolites de cocaïne dans le sang de Whitney laissent supposer qu'une des dernières choses qu'elle ait faites, c'est se droguer. Cette supposition est confirmée par la découverte d'une petite cuillère contenant une substance blanche et d'un tube en papier sur l'évier de la salle de bain. Whitney avait de nouveau succombé à son vice. En plus de la somnolence causée par les médicaments, les propriétés anesthésiantes de la cocaïne Freebase ont pu provoquer une désorientation. L'indice qui nous aide le mieux à comprendre ce qui s'est passé dans cette salle de bain sont des blessures que le rapport d'autopsie nomme brûlures d'ébouillantement. Quand la température du bain est mesurée 6 heures après le décès, le thermomètre indique plus de 34 degrés. À 15 heures, quand Whitney entre dans son bain, l'eau est brûlante. Pour essayer de comprendre ce qui s'est passé quand Whitney est entrée dans l'eau, il faut avoir en tête que l'eau était très chaude, mais que ses sens étaient engourdis à cause du mélange drogue et médicaments circulant dans son sang. Conséquent, la réponse à la douleur a été réduite de façon importante. En revanche, la réponse des tissus de ses jambes a été identique et les dégâts n'ont pas été réduits. Il y a un décalage entre ce que son cerveau perçoit à cause des drogues qui engourdissent ses sens et la réponse des tissus de ses jambes à la chaleur et aux dégâts qu'elle provoque. Il y a un choc aux jambes, le choc engendre une chute de tension, du coup elle s'évanouit et tombe dans la baignoire. C'est un effet connu appelé malaise ou évanouissement dans le jacuzzi. L'immersion des jambes provoque un choc. Le sang ne monte plus au cerveau et la personne perd connaissance. Whitney, avec un flux sanguin ralenti par la drogue et une artère cardiaque obstruée, avait beaucoup plus de chances de faire un évanouissement dû à l'eau très chaude. Toutes ces choses combinées font qu'elle est inconsciente avant même de toucher l'eau. Et c'est la raison pour laquelle elle est incapable de réagir. Alors, qu'est-ce qui explique les bleus et autres marques sur le corps de Whitney relevées par Richard Shepard? Il est très difficile de sortir d'une baignoire une femme inconsciente. Le poids est doublé. Ils ont redoublé d'efforts pour sortir Whitney et c'est sûrement ainsi qu'ils lui ont fait des bleus aux bras et aux épaules. Parmi les autres blessures de Whitney, la peau se détachait par endroits. La peau s'abîme quand elle passe du temps dans l'eau. Plus longtemps elle est immergée, plus l'eau est chaude, plus ça aura d'effet sur la peau. Et si après la peau est manipulée, ça peut causer un détachement du derme. La plupart des blessures externes de Whitney sont donc survenues après sa mort. Il y a une chose réconfortante. C'est vrai que Whitney est décédée dans un bain d'eau brûlante, ce qui est une façon affreuse de mourir. Mais les éléments suggèrent qu'elle n'a quasiment pas souffert. Quelques jours seulement après la mort de Whitney,
l'homme qui se targue d'avoir été son dealer n'a aucun remords. C'est pas ma faute. Rien à voir. On meurt pas dans un bain parce qu'on est défoncé à la cocaïne. Au pire, on est speed et on nettoie la baignoire. Je me souviendrai de Whitney comme d'une légende de la musique, mais aussi comme d'une banale cliente. Pour certains, l'illustre carrière de Whitney restera inséparable des dépendances avec lesquelles elle se débattait. Mais pour ses nombreux fans et les gens avec qui elle a travaillé, son héritage musical est inaltéré. Vous savez, beaucoup de gens dans sa situation sont égocentriques, alors que Whitney Houston était profondément humble et d'une grande spiritualité. À mon avis, Whitney a une place de choix au paradis. Elle doit diriger la chorale tout là-haut. Et malgré son statut, elle ne refusait jamais de parler aux fans et se montrait toujours reconnaissante. Si une centaine de mains se tendaient vers elle, elle faisait de son mieux, comme un politicien, pour les serrer toutes et toujours dire merci à tout le monde. Elle était merveilleuse. Alors que Whitney a réussi à gravir tous les sommets sur le plan professionnel, son drame est que dans sa vie personnelle, elle n'a jamais su se libérer du fardeau de la dépendance, qui a fini par l'emporter. Whitney Houston est bien morte accidentellement. Mais cet accident a été causé par son mode de vie, par sa consommation excessive de cocaïne, qui a abîmé son cœur, et par le cocktail de drogue présent dans son organisme au moment où elle est entrée dans son bain. Sans cela, peut-être serait-elle toujours parmi nous aujourd'hui. Potato.